Quand on pratique le trail, l'ultra ou plus largement les sports d'endurance, il y a une phrase qu'on a tous et toutes déjà entendue ou peut-être même prononcée, je fais une hypo. À l'entraînement, en course, parfois même à l'arrêt après un effort, on peut ressentir cette baisse d'énergie qui peut être plus ou moins brutale avec des symptômes associés, parfois similaires à un petit malaise. Normalement, si vous suivez le podcast depuis quelques temps, vous savez qu'en endurance, le glucose est un carburant central utilisé par les muscles et apporté par l'alimentation. Donc que la glycémie elle fluctue, c'est normal. Mais derrière ce mot, hypoglycémie, j'ai l'impression qu'on mélange beaucoup de choses et aussi que beaucoup de croyances circulent dans le monde de l'endurance pour éventuellement prévenir ces dernières, avec par exemple des formules magiques qu'on peut trouver séduisantes, mais qui peuvent également manquer de fondements scientifiques, voire qui parfois sont complètement incohérentes. Par exemple, est-ce qu'il faut vraiment redouter l'hypoglycémie dite réactionnelle quand on consomme des glucides pendant l'effort? Est-ce que les aliments à index glycémique bas sont réellement une arme pour éviter ces fameuses hypoglycémies? Et puis pourquoi est-ce que certains ou certaines semblent capables de tenir des heures avec très peu d'apport alimentaire alors que d'autres ont l'impression de s'écrouler rapidement s'ils mangent un peu moins que prévu? Bref, ça en fait des questions. Et pour bien comprendre tout ça, je pense qu'il faut repartir des bases. Comprendre ce que c'est réellement que la glycémie, comment elle est régulée au repos et surtout ce qui se passe à l'effort, c'est pour moi le meilleur chemin pour d'une part maîtriser ce concept de glycémie, mais surtout ne plus jamais être confronté aux hypoglycémies. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et je suis ravi de vous présenter ce Scientific Day, partie 1, consacré à la glycémie et à l'hypoglycémie en endurance. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 3 du podcast. Suunto, c'est à mes yeux des produits exceptionnels, autant en termes de qualité que de fonctionnalité, et leur montre m'accompagne dans tous mes entraînements et mes projets sportifs. Par exemple, pour m'aider à éviter les hypoglycémies, je trouve particulièrement utile les Suunto Plus Race Nutrition ou Race Companion qui aident à suivre le plan de nutrition. Vous pouvez découvrir les produits Suunto avec le lien qui est présent en description de l'épisode et utiliser ce dernier et le code CyrilXSuunto, que vous retrouverez également en description, pour bénéficier de moins 10% sur leur site. Et maintenant, place à cet épisode sur la glycémie. Bon, on va repartir de la base. Vous avez évidemment déjà entendu un coureur vous dire je fais une hypo, que ce soit à l'entraînement ou en course. En trail, la peur de manquer d'énergie, elle est normale, vu la durée des épreuves, la durée des entraînements, etc. Et pourtant, derrière ce terme, hypoglycémie, je trouve qu'on mélange plusieurs réalités physiologiques et des croyances qui sont bien ancrées. Je vais vous donner quelques exemples auxquels je vais essayer de répondre dans cet épisode. Mais par exemple, pour commencer, est-ce qu'il faut vraiment redouter l'hypoglycémie réactionnelle si on prend des glucides avant ou pendant l'effort? Hypoglycémie réactionnelle dont on nous bassine de temps en temps sur par exemple les réseaux sociaux. Ou alors, est-ce que les aliments à index glycémique bas sont vraiment une arme anti-hypoglycémie? Ou qui en tout cas réduisent le risque. Et pourquoi est-ce que certains trailers tombent en panne, sont complètement vidés, alors que d'autres semblent tenir des heures avec peu d'apport? Et pourquoi est-ce qu'on semble si différent face à l'hypoglycémie, alors qu'on a tendance à croire qu'on utilise tous les sucres de la même façon? Donc je vais essayer de remettre un peu de l'ordre dans ces idées et de vous faire comprendre tout ça. Et pour ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que vraiment l'hypoglycémie, parce que ça va être la base quand même pour mieux comprendre tout ça. On va essayer de comprendre les mécanismes hormonaux qui permettent à la glycémie de rester stable à l'effort. Qu'est-ce qui fait que notre taux de sucre dans le sang, il fluctue pas tant que ça pendant qu'on fait un effort. On va également analyser pourquoi certaines baisses de sucre peuvent survenir en trail et comment y remédier. Quelles sont les armes qui existent, qu'est-ce qui est démontré pour vraiment éviter l'hypoglycémie et donc prévenir cette chute d'énergie. Et ça va nous permettre de voir aussi comment la recherche, elle a progressivement démonté certaines croyances comme celle de l'hypoglycémie réactionnelle ou de l'intérêt des index glycémiques bas. Dans le but de tout ça, une fois qu'on aura bien démonté tout ça, de comprendre qu'en fait les apports glucidiques, leur quantité et leur tolérance, c'est peut-être la base la plus simple pour éviter les hypoglycémies. Donc évidemment, comme d'habitude, on va commencer par les fondements. La base, le plus important, qu'est-ce que c'est que l'hypoglycémie? Pour comprendre correctement ce que c'est que l'hypoglycémie et comment l'éviter, il faut absolument comprendre le principe de glycémie. L'hypoglycémie, pour la comprendre, il faut comprendre ce que c'est que la glycémie. Et pour comprendre la glycémie, je trouve que la revue de Perlmutter et al. En 2008, elle permet de mieux comprendre les bases de ce paramètre, de ce phénomène, et d'avoir des définitions qui sont précises. D'après ces auteurs, la glycémie, elle désigne en fait simplement la concentration de glucose que vous avez dans le sang.
Et pour un trailer, pour un sportif d'endurance, donc en fait pas que pour un trailer, pour un coureur à pied, pour un cycliste, pour un triathlète, etc., pour un nageur, cette concentration de glucose que vous avez dans le sang, c'est un paramètre clé parce que le glucose, c'est le carburant central du cerveau, ok, mais surtout des muscles, surtout lors des efforts prolongés. Et encore plus à mesure que l'intensité augmente. Ça, je vous l'ai déjà dit dans certains épisodes, on est toujours sur un fonctionnement qui mélange deux carburants, j'aime bien cette métaphore, du glucose, des glucides et des lipides. Le mélange, il est à peu près équilibré à certains niveaux d'intensité qui sont généralement très bas, qui correspondent à de la marche à peine active, généralement en moyenne, mais c'est très individuel. On parle de 60% de la fréquence cardiaque maximale. Je vous laisse calculer qu'est-ce que ça fait pour vous, 60% de votre fréquence cardiaque maximale. À peu près dans ces eaux-là, avec toutes les précautions qu'il faut prendre autour de ces valeurs, on serait à un mélange équilibré dans ce qui fournit l'énergie entre glucides et lipides. Et à mesure qu'on augmente en intensité, 65, 70, 75, 80% de la fréquence cardiaque maximale, on augmente la quantité d'énergie totale provenant des glucides et on diminue la proportion d'énergie totale provenant des lipides. Bon, et cette glycémie, cette concentration de glucose dans le sang, elle peut être en fait à 3 états. Le premier état, en conditions normales, c'est celui qu'on appelle euglycémie. Euglycémie, euglycémie, tout attaché. C'est lorsque la glycémie, elle se situe entre 70 et 100 mg par décilitre de sang. On parle également de 3,9 à 5,6 millimoles par litre. C'est dans cette fourchette que l'organisme il fonctionne de manière optimale. On a également l'hypoglycémie, qui correspond, on va revenir dessus par la suite, mais l'hypoglycémie qui correspond à une chute en dessous de 60 à 70 mg par décilitre, 3,3, 3,9 millimoles par litre. Et à l'opposé, on a un phénomène qui existe quasiment pas, en tout cas dans le monde sportif, qui est très rare à l'exercice, mais qui peut exister, l'hyperglycémie, qui désigne une élévation excessive du glucose dans le sang. Elle concerne majoritairement des contextes cliniques et non pas des contextes sportifs, puisque dans le contexte sportif, le sucre est généralement utilisé pour produire un effort et de manière générale, le mélange de carburant est lui-même régulé en cas d'apport considérable de glucose. À savoir que si vous êtes dans un moment où vous utilisez une proportion X et Y de lipides, s'il y a un peu trop de glucose qui arrive, déjà un premier mécanisme de votre métabolisme qui a été largement documenté, ça va être de réduire la proportion de lipides qui sont utilisés. Donc vous voyez bien que le métabolisme est quand même pas trop mal fait et l'hyperglycémie est très compliquée à déclencher dans le cadre de l'exercice. Et il faut savoir également que dans le contexte normal, quotidien, il y a des hormones qui permettent de maintenir l'équilibre glycémique, c'est-à-dire de nous maintenir en euglycémie, le premier état que je vous ai discuté juste avant. Toujours en m'appuyant sur Perlmutter et al. En 2008, ils expliquent que l'équilibre de la glycémie, il repose en fait sur un dialogue permanent entre plusieurs hormones, dont 2 principales qui vont nous intéresser ici. Il y en a d'autres, mais on va s'intéresser à ces 2-là principalement, l'insuline et le glucagon. Ces hormones, toutes 2, elles sont sécrétées par le pancréas et elles agissent comme des forces opposées pour maintenir une concentration stable de glucose dans le sang. L'insuline, c'est l'hormone du stockage. Au repos, l'insuline, elle est libérée lorsque la glycémie, elle augmente. Par exemple, après un repas riche. Donc son rôle, c'est d'abaisser la glycémie en favorisant l'entrée du glucose dans les cellules, donc en stimulant son stockage sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles, dont l'action est particulièrement marquée au repos et après un repas, c'est ce qu'on appelle la phase postprandiale, et donc son rôle hypoglycémiante, comme vous l'avez compris avec le terme, faire baisser la glycémie. Le glucagon, c'est l'opposé, c'est l'hormone de la libération. À l'inverse, il est sécrété lorsque la glycémie a une tendance à baisser, par exemple lorsque vous faites un jeûne, et son action principale, c'est de stimuler le foie pour qu'il libère du glucose dans le sang. C'est donc une hormone qu'on appelle, à l'inverse de l'insuline, hyperglycémiante, et elle est indispensable pour éviter les hypoglycémies. C'est un des premiers remparts qui existent contre les hypoglycémies, puisque si votre glycémie sanguine chute, le glucagon est sécrété, et alors du glucose est libéré dans votre sang, ce qui vous permet de remonter la glycémie. Le glucagon, il est sécrété quand la glycémie a une tendance à baisser, et son rôle, c'est de dire au foie, libère du sucre dans le sang. Pour libérer du sucre dans le sang, il utilise 2 mécanismes. Le premier, c'est qu'il vide les réserves de sucre qui sont déjà stockées dans le foie. C'est ce qu'on appelle la glycogénolyse. Et il est également capable de fabriquer du nouveau sucre à partir d'autres sources comme certaines protéines ou le lactate. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Nouveau, glucogénèse, fabrication de glucose. Donc grâce à ce double mécanisme, le glucagon agit comme une sécurité anti-hypoglycémie en garantissant un apport de glucose aux muscles et au cerveau quand ils en ont besoin.
Maintenant, je vous propose de focaliser un poil plus sur l'hypoglycémie. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître une hypoglycémie? Ça, c'est essentiel aussi bien au repos qu'à l'effort. Mais il faut garder en tête que les symptômes, ils peuvent manquer de clarté pendant l'exercice. En fait, Krieger, en 2008, il écrit un article où il dit qu'au repos, les signes d'hypoglycémie incluent des symptômes qui sont caractéristiques, comme par exemple les palpitations, une sudation inhabituelle, des tremblements, de l'anxiété et une faim soudaine. Et quand la baisse de glucose s'accentue, s'aggrave, alors de nouveaux symptômes apparaissent qui peuvent être encore plus sévères. Il y a par exemple de la somnolence, de la confusion, de l'impression de chaleur, voire des vertiges. Et dans les cas les plus extrêmes, les hypoglycémies les plus graves, ça peut aller jusqu'à la perte de connaissance. C'est ce qui arrive dans le cadre du diabète de type 1, par exemple, où on parle de malaise hypoglycémique. À l'effort, c'est un petit peu plus compliqué en fait, parce qu'il y a pas mal de signes d'hypoglycémie qui ressemblent aux sensations normales de l'exercice, comme transpirer, être fatigué, avoir le cœur qui s'accélère. Donc c'est pas si facile à discerner à l'exercice. L'hypoglycémie, elle peut donc passer inaperçue ou être attribuée à la difficulté de la course, et il y a certains auteurs qui avancent qu'on surestimerait d'ailleurs la fréquence des hypoglycémies à l'effort. Par exemple, dans une large étude de glucose en continu, donc avec des capteurs qui monitorent la quantité de glucose en continu, Zignoli et al. En 2023, ils ont montré que les véritables hypoglycémies, au sens clinique du terme, c'est-à-dire sous les seuils que je vous ai décrits juste avant, sont quand même assez rares pendant les efforts d'endurance. Et quand des baisses surviennent, elles sont le plus souvent transitoires, bénignes et individuelles, et voire même parfois non repérées par les athlètes. En tout cas, dans ce contexte-là, les symptômes les plus souvent rapportés, c'est des faiblesses inhabituelles, une vision trouble, des étourdissements, voire une confusion un peu légère. On peut peut-être parler dans le trail des fois de ce qu'on entend, à savoir la perte de lucidité. Et pour comprendre ces hypoglycémies, il faut aussi comprendre comment varie la glycémie à l'effort. En fait, si les variations de la glycémie dans le quotidien, elles peuvent être dues à de nombreux paramètres, je vous propose qu'on se concentre sur ce qui se passe à l'exercice, et surtout sur l'exercice d'endurance. Pendant un effort d'endurance, les muscles consomment massivement le glucose circulant. C'est le plus gros consommateur de glucose circulant. Ce qu'on appelle glucose circulant, c'est en fait le sucre qui est présent dans le plasma sanguin, la partie liquide du sang qui transporte des nutriments. Théoriquement, cette consommation de la part des muscles qui produisent un effort d'endurance, elle est rapide et elle pourrait faire chuter la glycémie en quelques minutes. Pourtant, chez un individu sain, ça n'arrive pas, ou en tout cas, il faut une certaine durée d'exercice pour que ça commence à se manifester. Et pendant une autre durée, pendant quelques heures, 1h30, 2 heures, on peut observer une glycémie relativement stable, sans alimentation. En fait, ce paradoxe, il s'explique parce qu'il y a une série d'adaptations physiologiques qui permettent d'une part de mobiliser des sucres stockés, des sucres en réserve, et d'autre part de limiter le stockage des sucres qui sont présents. Et pour mieux comprendre ces mécanismes, je vous propose qu'on s'appuie sur l'excellente revue de littérature de Treft et al. En 2015. Une des premières adaptations de l'organisme à l'exercice d'endurance, c'est la chute au niveau physiologique de la quantité d'insuline, autrement dit son inhibition. Une des premières choses qui se passe dès les premières minutes d'un exercice d'endurance, c'est que la sécrétion d'insuline est inhibée. Vous ne sécrétez plus, quasiment plus, beaucoup moins d'insuline, l'hormone hypoglycémiante. Et comme le souligne Treft et al. En 2015, cette diminution de l'insuline quand l'exercice commence, elle est indispensable à l'exercice physique. Si l'insuline restait élevée, il y aurait pendant l'effort un stockage du glucose dans les cellules, musculaires, foie, etc., en plus de la consommation du glucose par les muscles, tout ça au lieu de laisser le glucose circuler dans le sang pour qu'il soit utilisé par les muscles. Donc en fait, s'il n'y a pas d'inhibition de l'insuline pendant que vous faites un effort d'endurance, l'organisme continue de, entre guillemets, ranger son carburant principal au moment précis où les muscles ont le plus besoin de ce carburant principal, le glucose. Et l'inhibition de l'insuline, elle a deux conséquences. D'une part, la première, c'est qu'elle préserve le glucose sanguin, en évitant qu'il soit capté par les tissus non prioritaires, qu'il soit stocké, rangé, alors que les muscles en ont besoin. Et d'autre part, elle facilite l'inhibition de l'insuline, elle facilite l'action des hormones qu'on appelle contre-régulatrices. Donc par exemple le glucagon, mais également les catécholamines, le cortisol, etc., qui eux stimulent la libération du glucose par le foie. Quand il y a moins d'insuline, il y a plus de libération du glucose parce qu'il y a plus de glucagon, plus de catécholamines, plus de cortisol. Les catécholamines particulièrement, elles jouent un double rôle. D'une part, elles inhibent encore davantage la sécrétion d'insuline, donc c'est une boucle qui s'auto-alimente, et d'autre part, elles favorisent directement la libération hépatique de glucose, elle aussi, en plus du glucagon. Et grâce à cette baisse de l'insuline et à l'activation de ces hormones, le sucre, le glucose, il reste disponible pour les muscles et les autres organes qui en ont besoin, mais surtout les muscles qui travaillent, et pour le cerveau, par exemple, ce qui contribue tout ça à maintenir la stabilité de la glycémie pendant l'effort, pendant l'exercice. En parallèle, on
l'a déjà dit, mais à l'exercice, ça se passe comme au repos. L'organisme augmente la sécrétion de glucagon, il en libère plus. Cette hormone, elle agit comme un signal d'alerte au niveau du foie, qui à son tour libère le glucose pour alimenter les muscles en activité. Et en fait, on a un jeu permanent entre captation musculaire et libération au niveau du foie, au niveau hépatique, qui permet de maintenir la glycémie dans des valeurs stables. On libère du glucose qui est stocké pour alimenter les muscles qui en ont besoin. Et cette libération, elle est permise d'une part par une hormone, le glucagon, qui augmente la libération du glucose, et d'autre part par l'inhibition de l'insuline, dont le rôle est de stocker le glucose. Alors Treftel, en 2015, il souligne toutefois les limites de ce mécanisme. En fait, lorsque l'exercice est long, lorsque les réserves de glycogène hépatique, donc au niveau du foie, et musculaire diminue, évidemment et inévitablement, le risque d'hypoglycémie, il augmente. Et dans ce cas, la consommation de glucides qu'on appelle exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'alimentation, endogène c'est stocké, exogène ça vient de l'alimentation, donc les glucides exogènes, ça va être par exemple les boissons, les gels, les aliments. Cette consommation, elle devient indispensable pour prévenir la chute de la glycémie et donc maintenir l'intensité de l'effort au risque de rechuter à des niveaux d'intensité beaucoup plus bas où le mélange de carburant est en faveur des lipides et peut se faire malgré une présence de glucides, de glucose sanguin diminuée. Comme je vous l'ai dit, à mesure que l'intensité augmente, le mélange carburant se change pour plus de glucose, plus de glucides et moins de lipides. S'il n'y a plus de glucides, ce mélange de carburant en faveur des glucides n'est plus possible et donc vous êtes obligé de chuter en intensité de l'effort. Et l'intensité, une chute d'intensité, ça peut être simplement passer de 140 BPM à 130 BPM, de 130 BPM à 120 BPM, c'est une chute d'intensité. Il n'y a pas besoin d'être à des intensités très élevées. À mesure qu'il y a de moins en moins de glucose disponible, ce mélange de carburant chute, il n'y a plus que des glucides possibles, donc c'est pas possible d'avoir une grande quantité de glucose dans le mélange, donc on repasse sur une intensité qui correspond au mélange de carburant qui est faisable dans la situation, à savoir en préférence, en privilégiant les lipides. Parce que du coup, sans apport exogène, l'organisme il est obligé de compter principalement sur ces lipides. Or, leur utilisation elle est plus lente, elle est limitée en quantité par minute, en débit surtout. En fait, par rapport aux glucides, le débit d'utilisation des glucides est beaucoup plus élevé que le débit d'utilisation des lipides. Et dans une certaine mesure, on l'a déjà dit, les lipides brûlent au feu des glucides. Donc une dernière raison, une raison supplémentaire d'avoir besoin de glucides, c'est parce que de toute façon, l'utilisation des lipides se fait mal sans glucides. Donc bref, c'est un autre sujet, on va pas l'approfondir ici, mais vous avez compris le principe. Et un autre élément que je trouve essentiel pour comprendre l'hypoglycémie à l'effort comme l'hypoglycémie en trail, ça vient des travaux de Borgutz et Kaiser qui sont assez vieux, qui datent de 99. Après une nuit de jeûne, les réserves de glycogène hépatique sont d'environ 75 à 100 grammes environ. Et 100 grammes de glycogène, ça correspond environ à 400 kilocalories. Or, après seulement 40 minutes d'exercice intense, au minimum un quart, voire plus de ce stock peut être épuisé. Je vous laisse calculer et regarder combien de temps vous mettez à cramer 400 kilocalories, tout en gardant à l'esprit que les lipides participent également à l'effort, mais quoi qu'il en soit, plus l'effort se prolonge, plus le foie voit sa capacité de libération du glucose diminuer, tout simplement parce qu'il n'a plus de stock à donner. Alors, la néoglucogénèse, c'est-à-dire la fabrication de nouveaux glucoses à partir d'autres substrats comme le lactate par exemple, prend alors le relais et participe. Il peut fournir jusqu'à 50% du glucose libéré, mais cette voie, elle reste insuffisante pour compenser la baisse des réserves et au-delà de ce qu'on dit 90 minutes d'effort environ, sans apport glucidique, la glycémie a une tendance à chuter. Ou alors l'intensité de l'effort a une tendance à chuter. Et c'est probablement pourquoi les études, elles recommandent éventuellement des apports pour les efforts qui sont inférieurs à 1 heure, mais surtout qu'elles soulignent l'importance de s'alimenter régulièrement, que ça devient crucial dès qu'un effort va dépasser 1 heure. Et enfin, l'étude dont je vous ai parlé juste avant, elle rappelle évidemment, et le but de l'épisode n'est pas de les omettre, le rôle central des lipides dans la fourniture d'énergie. À basse intensité, d'après eux environ à 30% de VO2 max, presque toute l'énergie provient des graisses, provient de l'utilisation des lipides. Mais une intensité de 30% de VO2 max, c'est très bas. Et plus l'intensité elle augmente, plus leur contribution relative a une tendance à diminuer. Cette dépendance accrue aux glucides à mesure que l'effort d'endurance dure et à mesure que l'effort d'endurance s'intensifie explique pourquoi l'épuisement du glycogène et l'absence d'apport externe exposent tous deux le coureur au risque d'hypoglycémie. Et forcément, ces glucides exogènes, il va falloir les emporter, les organiser et y accéder facilement pendant l'effort. Du coup, j'en profite pour vous parler de Compressport, partenaire de Courir Mieux pour cette saison. Compressport, c'est une marque née en Suisse et qui transforme les besoins du terrain en innovation avec l'aide des données scientifiques et d'essais en laboratoire.
Chaque produit commence par un besoin réel, identifié sur le terrain, et pour répondre par exemple à celui du transport, de la nutrition et de son matériel obligatoire, Compressport a développé un sac que j'apprécie particulièrement, le Ultrun Evo 10 Pack. Il est ultra léger, stable, respirant et il permet d'emmener toutes ses affaires et sa nutrition sur les courses et les entraînements. Au-delà de ça, je trouve que son accessibilité est exceptionnelle et elle permet de diversifier les options de rangement en fonction par exemple de la quantité de nourriture qu'on transporte. Pour découvrir ce sac qui m'a accompagné et m'accompagne souvent, vous pouvez utiliser le lien en description de l'épisode ainsi que le code promo réservé aux auditeurs de Courir Mieux. Et maintenant, je vous propose qu'on parle de la fameuse hypoglycémie réactionnelle. Et là, normalement, si vous avez bien compris tout ce que je vous ai raconté sur l'insuline et le glucagon, vous devriez me dire, ou vous devriez vous dire, mais alors, l'hypoglycémie réactionnelle, c'est pas possible à l'effort. Et vous avez complètement raison, je vous explique pourquoi. Évidemment, pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'hypoglycémie réactionnelle? Ce terme réactionnel, il est super important. L'hypoglycémie réactionnelle, ça correspond à une baisse de la glycémie qui survient 2 à 5 heures après un repas riche en glucides. Cette hypoglycémie réactionnelle, elle est liée à un déséquilibre hormonal post-prandial, donc après l'alimentation, après le repas. Et comme l'explique Krier en 2008, son mécanisme central, c'est une sécrétion d'insuline disproportionnée par rapport à la quantité de glucose disponible. En fait, face à une arrivée massive de sucre dans le sang, l'organisme libère une quantité d'insuline importante, très importante, voire trop importante. Cette libération d'insuline énorme après un repas conséquent, elle accélère la captation du glucose par les tissus et elle provoque une chute transitoire de la glycémie. Donc on a une hyperréactivité de l'insuline et elle est d'autant plus problématique si la contre-régulation hormonale par les autres hormones qui empêchent l'hypoglycémie, donc en particulier le glucagon et l'adrénaline, si ces hormones elles n'arrivent pas à compenser assez rapidement la baisse. Dans cette situation, l'hypoglycémie elle est favorisée à la fois par l'excès d'insuline qui engendre la captation, le stockage de plein de glucose, de grandes quantités de glucose, et par l'incapacité des hormones régulatrices, contre-régulatrices, qui ont pour but de rétablir rapidement l'équilibre au niveau de la glycémie. Dans ce cas-là, la glycémie diminue trop vite et peine à se stabiliser. La personne se retrouve en situation d'hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire en réaction réactionnelle à un pic d'insuline déclenché lui-même par l'arrivée d'une grande quantité de glucides ou de glucides à haut index glycémique. On va reparler de ça dans un instant. Mais tout ce que je viens de vous expliquer, c'est au repos. À l'effort, on vient de le dire, l'insuline ne fonctionne pas. Elle est inhibée. Dans cette situation, en endurance, le contexte hormonal il change complètement. Comme on l'a vu, l'insuline chute, sa sécrétion est inhibée physiologiquement dès le début de l'exercice, et si c'est pas le cas, l'effort d'endurance n'est pas possible, puisque les glucoses qui seraient libérés par le glucagon, ils seraient directement restockés par l'insuline, donc en fait ils n'arriveraient pas aux muscles, ça ferait un espèce de cercle permanent où ce qui est libéré est restocké immédiatement, ça n'a aucun sens. Et tout ça, en fait, l'inhibition de l'insuline et la libération du glucose, etc., c'est permis par les catécholamines, le système nerveux sympathique, le glucagon, etc. Donc l'exercice, il empêche précisément le scénario qui au repos conduit à l'hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire une sécrétion d'insuline conséquente suite à l'absorption de glucides. En parallèle, le glucagon et les catécholamines, elles stimulent fortement le foie pendant l'effort, ce qui entraîne la libération de glucose pour compenser la captation du glucose qui est importante au niveau des muscles. Autrement dit, pendant l'effort d'endurance, l'ensemble du système de votre métabolisme est configuré pour garantir la disponibilité de sucre, pour empêcher son stockage et donc pour éviter une chute brutale de la glycémie. Donc chez le trailer, comme chez tout sportif d'endurance, l'hypoglycémie réactionnelle est impossible, elle n'existe pas. Ça ne veut pas dire que l'hypoglycémie n'existe pas, ça veut dire qu'elle ne peut pas être réactionnelle. Ce qui existe donc, ce sont des baisses passagères de la glycémie, des hypoglycémies, qui vont être influencées par exemple par la durée de l'effort, parce que vous n'avez pas mangé assez, parce qu'il n'y a pas eu assez d'apport en termes de glucides exogènes, parce que l'effort est très long et que vos stocks sont épuisés, et que malgré le glucagon, etc., vous n'arrivez pas à en libérer assez dans le sang, parce que vous avez assez mangé, mais à des espacements trop importants, donc en fait vous n'avez pas à manger. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent faire que vous avez des hypoglycémies pendant l'effort, mais ces hypoglycémies ne peuvent pas être réactionnelles et ne peuvent pas, à l'effort, être déclenchées par l'ingestion, par exemple, d'un gel qui serait très sucré. Ça, c'est impossible. Et en plus, ce que montre la littérature, et en particulier la revue de You Can Drop a Killer en 2010, c'est que l'hypoglycémie pendant l'exercice, c'est pas une fatalité universelle.
Malheureusement, c'est pas juste, on n'est pas tous égaux, mais certaines personnes seraient plus particulièrement sensibles aux hypoglycémies, alors que d'autres y échappent complètement. Dans l'étude de Mosley et al. Que ces auteurs citent, par exemple, la probabilité de développer une hypoglycémie variait en fonction du moment de l'ingestion de glucides avant l'effort. 75, 45 ou 15 minutes, mais surtout selon les individus eux-mêmes. Les individus qui présentaient une hypoglycémie dans une condition, en fonction du timing, 75 minutes, les glucides 75 minutes avant l'effort, 45 minutes ou 15 minutes avant l'effort, donc les personnes qui présentaient une hypoglycémie dans une condition avaient également tendance à en développer dans en fait toutes les autres conditions. Autrement dit, il existerait des profils de susceptibilité des personnes plus susceptibles de faire des hypoglycémies que d'autres. Et un fait intéressant, c'est que cette variabilité ne se limite pas aux mesures objectives de la glycémie. Il y a certains athlètes qui rapportaient des symptômes intenses d'hypoglycémie alors que leur glycémie n'était pas objectivement basse, c'est-à-dire sous le seuil de 3,5 mmol. Parallèlement, d'autres affichent des glycémies parfois très faibles, inférieures dans leur étude à 2,5 mmol par litre sans présenter de signes d'hypoglycémie. Bref, ce décalage entre valeur biologique et ressenti subjectif, donc entre objectivité et subjectivité, il remet un peu en question l'idée qu'il existe un seuil unique, universel pour tout le monde pour définir l'hypoglycémie. Il semblerait plutôt que ce soit en fait propre à chaque individu et modulé par sa sensibilité et ses adaptations, ses capacités d'adaptation métabolique. Par contre, ce qu'on observe, c'est une meilleure régulation de la glycémie chez les athlètes qui sont entraînés, comparativement aux novices. En fait, l'entraînement en endurance, il améliore significativement la sensibilité à l'insuline et la captation du glucose au niveau musculaire, la quantité de glucose que vos muscles stockent. Cela permet aux athlètes de maintenir leur glycémie dans une zone stable, même en contexte de charge élevée et d'apport glucidique limité. Avec des suivis par capteur de glucose en continu, Bowler et al. En 2024 montrent que la majorité du temps pour des athlètes est passé en euglycémie, souvent plus de 90% de leur temps. Et ils observent également une variabilité de la glycémie plus basse dans cette population d'athlètes entraînés que chez des individus non sportifs. Donc, chez l'athlète d'endurance, sans pathologie, la régulation glycémique, elle est efficace, elle se fait bien. Et ça, c'est dû à plusieurs adaptations que l'entraînement permet, comme la sensibilité accrue à l'insuline ou encore une forte capacité d'oxydation lipidique qui, elle aussi, l'utilisation des lipides, s'améliore avec l'entraînement. Mais malgré cette régulation qui est assez fine, il y a des épisodes d'hypoglycémie transitoire qui peuvent encore survenir, c'est rare mais ça existe, notamment lorsque la disponibilité énergétique elle est trop faible, ou lorsque vous avez des charges d'entraînement très importantes. La revue de Flockhart et Larsen en 2024, elle souligne que des athlètes peuvent présenter des baisses de glycémie nocturne après des journées intenses, susceptibles d'altérer la récupération et la qualité du sommeil. Ce phénomène ne traduit pas une défaillance du système de régulation, mais plutôt un déséquilibre ponctuel entre les apports énergétiques, les apports en glucides par exemple, et les dépenses. Donc pour l'athlète sain lambda, pour la grande majorité des auditeurs, la prévention, elle passe d'abord par une attention particulière à la disponibilité énergétique, aux apports glucidiques pendant et post-exercice, pour optimiser la récupération et éviter ces situations transitoires où vous pourriez manquer un petit peu de glucides, de glucose sanguin et faire des légères hypoglycémies au repos ou par exemple la nuit. Alors maintenant, comment éviter l'hypoglycémie en trail? C'était la question de base de l'épisode. Si l'hypoglycémie réactionnelle, elle n'existe pas à l'effort, les trailers ils peuvent néanmoins expérimenter une baisse marquée de la glycémie. Ça, il n'y a pas de souci, on ne le remet pas en question. Et du coup, la prévention, elle repose d'abord sur les apports glucidiques et sur le timing. Ça va être la première solution, le premier pilier pour éviter les hypoglycémies. La première stratégie, elle consiste à prendre une collation glucidique avant l'entraînement ou la course. Des petites quantités, 15 à 25 grammes de glucides, suffisent généralement à sécuriser les premiers kilomètres, les premières heures d'effort. Et ça, c'est particulièrement vrai si l'athlète n'a pas réduit son dernier repas ou s'il ne s'entraîne pas à distance de ce repas, c'est-à-dire environ à plus de 3 heures du dernier repas. Cette approche, elle est très simple, elle est bien documentée. Par exemple, Riedel et Milliken, ils l'expliquent en 2011 et ils montrent que des apports modestes mais réguliers permettent de maintenir le glycémie pendant l'effort. Donc une glycémie stable. Quand l'exercice se prolonge, il faut avoir alors recours à des apports réguliers en glucides qui deviennent indispensables. Je vous rappelle les recommandations des grandes sociétés de savantes comme l'American College of Sport Medicine, l'International Society of Sport Nutrition, etc., qui indiquent 0 à 1 heure d'effort, rien ou de toute petite quantité, par exemple 20 grammes de glucides. De 1 heure à 2 heures et demie d'effort, 30 à 60 grammes de glucides par heure. Une seule source suffit, par exemple uniquement de la maltodextrine. Ça, c'est pour les
des efforts entre 1 heure et 2 heures et demie. Et quand on dépasse les 2 heures et demie, alors il faudrait aller entre 60 et 90 grammes de glucides par heure, donc dans cette fourchette-là, entre 60 et 90, avec une combinaison de sucre, de différentes sources de sucre, comme de la maltodextrine et du fructose, avec un ratio, par exemple 2:1 ou 1,08. Si ça vous intéresse, en ligne, vous retrouverez 2 Scientific Day dédiés au ratio glucose-fructose et aux transporteurs de glucides qui expliquent tout ça. Un épisode moi tout seul, un épisode où j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Laura Pomportès. Laura Pomportès, avec qui, je vous le rappelle, on a développé un calculateur gratuit disponible en ligne sur le site courezmieux.fr où vous pouvez rentrer différentes informations pour un entraînement ou une compétition et où on vous propose, basé sur la littérature, une alimentation, une nutrition adaptée par rapport à ce que vous allez réaliser. Si ça vous intéresse, vous retrouverez ça sur le site Courezmieux. Donc, revenons aux hypoglycémies. L'horaire de l'entraînement, il influence aussi la glycémie. Par exemple, partir 30 à 90 minutes après un repas, ça facilite l'utilisation du glucose exogène et ça réduit le risque d'hypoglycémie, même si ça peut être un petit peu gênant si on a le ventre très plein. Donc il faut faire assez attention parce que du coup la digestion est encore en cours, ce qui peut limiter le confort gastrique, voire déclencher des troubles gastriques. Une étude que je trouve intéressante à discuter maintenant, c'est celle de Prince en 2005. Elle a montré que même de très petites quantités de glucides peuvent suffire, en tout cas sur une certaine durée d'effort, de mémoire c'était environ 2 heures et demie, peuvent suffire à prévenir l'hypoglycémie. C'était un protocole mené chez des triathlètes entraînés et ils ont montré qu'un apport de seulement 10 grammes par heure permettait pendant cette durée-là de maintenir la glycémie et d'améliorer la tolérance à l'effort. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun effort étudié qui dépassait les 200 minutes, donc ça fait un peu plus de 3 heures, excusez-moi pour l'imprécision, ce qui limite l'extrapolation à des efforts plus longs, des entraînements plus longs ou des ultras, et de plus, l'intensité des efforts n'était pas très intense. Donc, pas typique d'une course, donc peut-être que là aussi il y a une extrapolation qui est difficile à faire. En tout cas, ce résultat il suggère qu'en conditions réelles de course ou d'entraînement long, lorsque l'alimentation elle devient difficile, même de petites prises régulières pourraient vous aider à éviter l'hypoglycémie sans toutefois garantir une performance optimale, mais au moins prévenir ce risque-là. Et les index glycémiques dans tout ça, est-ce que c'est la solution anti-hypoglycémie ? Comme d'habitude, on rembobine, on part de la base. Qu'est-ce que c'est que l'index glycémique ? L'index glycémique, c'est un outil pour comparer la capacité des aliments glucidiques à élever la glycémie par rapport à une référence. Le plus souvent, le glucose pur ou le pain blanc joue ce rôle de référence pour la comparaison. On calcule l'index glycémique à partir de la réponse glycémique, donc de l'augmentation de votre glycémie, de l'augmentation de votre taux de glucose sanguin, mesurée après ingestion de 50 grammes de glucides issus de l'aliment testé, comparativement à l'élévation de la glycémie obtenue avec la même quantité de glucides provenant de glucose. Donc je prends un exemple, quel est l'index glycémique d'une pomme ? On va ingérer 50 grammes de glucides grasses en mangeant des pommes. On va comparer l'élévation de la glycémie après l'ingestion de ces 50 grammes de glucides issus de pommes à l'élévation de la glycémie issue de l'ingestion de 50 grammes de glucose pur ou par exemple de pain blanc. Plus l'aliment testé entraîne une hausse rapide de la glycémie, donc du taux de glucose dans le sang, plus l'index glycémique est élevé. Plus l'aliment entraîne une hausse lente, progressive de la glycémie, plus l'index glycémique est bas. Et je dois vous avouer que je comprends, si on n'a pas trop de base en nutrition et en physiologie de l'exercice, le concept il est séduisant. Hypothétiquement, si on choisit des aliments à index glycémique bas, on limite les pics de glycémie, on a des variations glycémiques plus basses, plus douces, et ainsi on pourrait éventuellement éviter les baisses brutales qui peuvent s'ensuivre de ces pics glycémiques. Mais avant de voir si cette hypothèse elle se confirme dans le contexte sportif, il faut d'abord noter plusieurs limites déjà à l'index glycémique lui-même. Dans un article de vulgarisation de Asker Jukendrup, il souligne plusieurs limites que moi je trouve intéressantes à l'index glycémique. Tout d'abord, l'index glycémique repose sur une portion standardisée de 50 grammes de glucides, ce qui ne reflète pas la réalité de la consommation. En fait, pour certains aliments, cette référence conduit à des situations peu réalistes. Par exemple, pour atteindre 50 grammes de glucides avec des carottes, puisqu'on compare 50 grammes de glucides d'un aliment, l'ingestion de 50 grammes de glucides d'un aliment et non pas 50 grammes de l'aliment. On compare 50 grammes de glucides d'un aliment à 50 grammes de glucose pur. Pour atteindre 50 grammes de glucides en mangeant des carottes, il faudra en manger 750 grammes. Je vous laisse compter, ça fait quand même beaucoup de carottes. Ensuite, l'index glycémique, il varie considérablement d'un individu à l'autre.
La digestion, l'absorption, la réponse hormonale, tout ça, c'est des réponses qui sont propres à chacun. Il y a des différences interindividuelles. Et ça explique pourquoi la réaction glycémique face à un même aliment, elle est rarement universelle. Ça rejoint d'ailleurs ce qu'on a vu plus tôt concernant les différences interindividuelles dans le seuil de glycémie à partir duquel les symptômes d'hypoglycémie apparaissent. Et enfin, il ne faut pas oublier que l'index glycémique d'un repas complet, c'est pas l'index glycémique d'un aliment simple. Dès qu'on mélange les choses, ça se complexifie. Par exemple, la présence de graisse, de protéines, de fibres, ça modifie la vitesse d'absorption du glucose. Et donc, ça change les valeurs prédictives de l'index glycémique. Ou en tout cas, ça vient influencer les réponses glycémiques. Et ces limites, je pense qu'elles peuvent être encore plus marquées, certaines d'entre elles, dans le contexte de l'exercice, où les mécanismes physiologiques de régulation de la glycémie, la chute de l'insuline, la stimulation du glucagon, l'activation des catécholamines, elles dominent largement l'effet intrinsèque de l'aliment. Elles vont venir encore plus modifier ces pics glycémiques, etc., ces réactions de la glycémie suite à l'ingestion d'un aliment. Alors revenons sur la question de base. Est-ce que les index glycémiques bas peuvent prévenir les hypoglycémies à l'effort ? Pendant longtemps, les nutritionnistes du sport, ils ont recommandé d'éviter les sucres simples ou les aliments à index glycémique élevé avant l'effort en tout cas. En fait, cette prudence, elle reposait sur la crainte de provoquer une hypoglycémie précoce lors des premières minutes d'exercice, parce que les mécanismes de repos n'ont pas complètement disparu pendant les premières minutes d'exercice, et donc on va être pendant quelques minutes dans une situation où il y aura des glucides, il y aura de l'insuline, il y aura du stockage des sucres, beaucoup de sucres sont stockés alors qu'on commence l'exercice, on en a besoin, bref, c'est une situation, les premières minutes qui sont un peu compliquées, et pour ces raisons-là, il recommandait d'éviter les aliments à index glycémique élevé juste avant l'effort, pour éviter de déclencher juste avant l'effort une stimulation d'insuline, etc., tous les mécanismes qui suivent. L'idée, c'était donc que des aliments à index glycémique bas, absorbés plus lentement, permettaient de maintenir une glycémie plus stable et donc de favoriser l'oxydation des graisses avec à la clé une meilleure endurance. La revue de Donaldson et al. Publiée en 2010 a synthétisé près de 15 ans de travaux sur l'index glycémique des aliments et la performance d'endurance. Cette revue de littérature, elle rappelle que les recommandations en faveur des aliments à index glycémique bas avant l'effort reposent en réalité sur très peu d'études positives et concluantes. Et parallèlement, il y a un grand nombre de travaux qui montrent aucun effet sur la performance de l'index glycémique des aliments qui seront consommés avant un effort. La conclusion, c'est que le facteur déterminant reste l'apport de glucides en quantité suffisante plus que leur index glycémique. Et les auteurs encouragent les athlètes à suivre les recommandations générales et à se baser sur des critères pratiques et leur tolérance individuelle pour choisir entre index glycémique bas ou élevé plutôt que sur d'autres considérations. Ça, on en reparlera un petit peu dans la partie 2 avec mon invité. 7 ans plus tard, en 2017, la méta-analyse de Burdon et al. A compilé 19 études comparant des repas à index glycémique haut, donc supérieur à 70, ou bas, inférieur à 55, ingérés 30 minutes et 4 heures avant un effort d'endurance de plus d'1 heure. Les résultats, ils montrent aucun bénéfice des index glycémiques bas sur la performance maximale ou sous-maximale. Et cette absence d'effet, elle était observée même dans les nombreuses études réalisées sans consommation de glucides pendant l'exercice. Un point essentiel qui est également souligné dans cette étude, c'est qu'en conditions réelles de compétition ou d'entraînement long, les athlètes consomment rarement aucun glucide, ils consomment plutôt régulièrement des glucides exogènes pendant l'effort, et cet apport, il rend le rôle de l'index glycémique du repas avant exercice pas négligeable, mais presque, puisque la glycémie, elle est alors soutenue par la nutrition pendant l'effort. Pour la question des aliments à index glycémique bas pendant l'effort, la réponse, elle commence, elle aussi, à être tranchée. La revue de Donaldson et al. En 2010 souligne qu'à ce jour, donc il y a plusieurs années quand même, les données scientifiques sont extrêmement limitées. En réalité, une seule étude a comparé la consommation de glucides à index glycémique bas versus à index glycémique élevé pendant un exercice et les résultats montraient aucune différence de performance. La méta-analyse de Burdon et al. En 2017, elle confirme qu'il n'existe aucun bénéfice des index glycémiques bas consommés pendant l'effort. Parmi les 5 études disponibles sur cette question qu'ils ont analysées en 2017, il n'y a aucune différence qui a été observée concernant l'insuline, le lactate sanguin, les acides gras libres, le quotient respiratoire, l'oxydation des glucides, l'oxydation des lipides, etc. Bref, index glycémique bas à l'effort versus index glycémique haut à l'effort, d'après cette méta-analyse, ça change rien. La seule chose que ça pourrait changer, les index glycémiques bas à l'effort, ça nous provient d'un résultat de l'étude de Ostwiez et al. En 2015. Les index glycémiques bas pendant l'effort pourraient ne pas être sans risque, sans bénéfice
Ça semble être le cas, mais en plus, il pourrait avoir des risques. Alors, j'utilise beaucoup de précautions dans mes propos parce que ça provient d'une seule étude, mais je trouve qu'elle est quand même d'assez bonne qualité pour la discuter ici. Les auteurs, ils ont comparé l'ingestion d'isomaltulose, c'est un sucre qu'on retrouve dans certains produits énergétiques du marché. Vous pouvez aller regarder les compositions de plein de produits, vous allez voir qu'il y en a certains qui contiennent de l'isomaltulose. Donc l'isomaltulose, c'est un sucre, c'est un glucide à index glycémique bas. Ils ont comparé l'ingestion d'isomaltulose à un mélange fructose-maltodextrine qui, lui, a un index glycémique élevé. Les participants y mangeaient l'un ou l'autre et y réalisaient un contre-la-montre. Un des premiers résultats, c'est cool, l'isomaltulose, donc l'index glycémique bas, il a permis une oxydation des lipides plus élevée. C'est-à-dire que les personnes, elles utilisaient un peu plus de lipides dans la condition d'index glycémique bas que dans la condition d'index glycémique élevé, ce qui semble plutôt intéressant. Mais le problème, c'est que la consommation d'isomaltulose a été accompagnée par plus de troubles gastro-intestinaux, des troubles gastro-intestinaux significativement plus marqués, plus de ballonnements, plus de crampes, plus de diarrhée, et d'une performance significativement détériorée par rapport aux index glycémiques élevés. Pour résumer ce que je viens de vous dire, d'après cette étude, les sucres à index glycémique bas, les aliments à index glycémique bas n'apportent pas d'avantages en termes de performance ou de métabolisme énergétique et peuvent même entraîner plus de problèmes digestifs qui, eux, sont défavorables, ainsi qu'une diminution de la performance. Donc pour moi, pour le trailer, l'essentiel, c'est donc pas l'index glycémique des glucides consommés, mais bien la capacité à assurer un apport régulier et suffisant en glucides tout au long de l'exercice, voire j'aurais une tendance à déconseiller les index glycémiques bas comme l'isomaltulose, mais il y en a d'autres des sucres à index glycémique bas, parce que ça pourrait augmenter les troubles gastriques et diminuer la performance. Par précaution, peut-être qu'il vaut mieux se tourner vers des index glycémiques élevés. Et est-ce que vous saviez qu'après un effort d'endurance prolongé, comme un ultra-trail, un athlète peut présenter au repos un profil glycémique proche d'un état prédiabétique? Alors sur le long terme, l'endurance c'est synonyme de meilleure régulation glycémique. Cependant, il y a certaines données qui montrent qu'un effort d'endurance, extrême ou non, peut paradoxalement s'accompagner temporairement d'une tolérance réduite au glucose dans les heures ou les jours qui suivent. Flockhart et al. En 2023 ont testé des athlètes d'endurance après 3 heures d'exercice prolongé à intensité modérée. Leur tolérance au glucose était significativement diminuée le lendemain avec une insulino-résistance, c'est-à-dire un manque de sécrétion d'insuline après l'ingestion de glucides, accrue. Et ce paradoxe, il est également discuté dans l'étude de Weigert et al. En 2023. Après un effort isolé très prolongé, très intense, on observe une détérioration temporaire de la régulation de la glycémie. Les muscles sollicités restent sensibles à l'insuline au niveau local, mais au niveau de l'organisme entier, la priorité deviendrait de rediriger le glucose vers les muscles pour reconstituer les stocks de glycogène. Tout ça, ça s'accompagne d'une mise au repos relative du métabolisme glucidique global. Et enfin, il y a une étude qui m'intéresse particulièrement, c'est celle de Parent et al. En 2024. Ils ont étudié les finishers de l'Ultra Trail scientifique de Clécy. Si ça vous intéresse, je vous rappelle qu'en ligne, vous retrouverez 2 épisodes de Scientific Day 100% dédiés aux résultats de cet Ultra Trail scientifique de Clécy. Un Ultra Trail 100% dédié à la science où les personnes faisaient plein de mesures à plusieurs tours qui réalisaient afin d'avoir plein de data sur l'Ultra Trail. Donc vous pouvez retrouver ces épisodes en ligne. Et les résultats de cette étude, ils montrent que dans les jours qui suivent la course, l'ultra, certains athlètes présentent une altération transitoire de la régulation glycémique. En pratique, ça veut dire que leur organisme gère moins bien une charge en glucose que dans le quotidien. Que pendant cette fenêtre, le métabolisme gère moins bien une charge en glucose que dans le quotidien habituel. Ce constat, il met en lumière une vulnérabilité métabolique post-ultra trail qu'il faut, je pense, prendre en considération dans les stratégies de récupération, notamment au niveau nutritionnel, et je vous propose de rediscuter tout ça en détail dans le podcast où je recevrai Elsa Eman, autrice de cette étude. Avant de conclure, je vous propose de faire un détour par la rubrique Encore plus loin avec Merrell. Merrell, c'est à la fois les chaussures que j'utilise le plus et un partenaire de cette saison 3 du podcast. Et à l'image de la soif d'aventure et des longues heures dehors qui nous passionnent, on vous propose une rubrique dans chaque épisode pour aller encore plus loin en posant vos questions à mes invités ou à moi-même. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour y participer et maintenant on va voir la question que j'ai sélectionnée pour cet épisode. Il y a Thibaut qui demandait « En ultra, des athlètes semblent bien s'alimenter et pourtant ils semblent également parler d'hypoglycémie. Est-ce que c'est possible de faire des hypoglycémies malgré une bonne alimentation ?» Alors oui et non, et il y a plusieurs choses qui sont à discuter par rapport à cette question.
Il faut garder en tête qu'en fait, la limitation et les hypoglycémies, elles vont pas forcément toujours venir de ce qu'on mange. Et le coupable, c'est pas toujours l'alimentation qu'on apporte ou pas. Même si oui, dans une grande partie des cas, dans une grande majorité des cas, c'est l'alimentation qui est en cause. Pour ça, je trouve qu'il y a une étude qui est intéressante sur le sujet, une revue qui est intéressante plus précisément, c'est celle de Ukendrup et Killer en 2010, qui a été publiée dans Sport Medicine. L'article s'appelle The Myths Surrounding Pre-Exercise Carbohydrate Feeding, mais il parle pas que d'alimentation avant les entraînements, il parle de l'alimentation à l'effort également. Et ils abordent notamment le rôle central du glycogène hépatique dans la stabilité de la glycémie et donc la prévention des hypoglycémies pendant l'effort. Les auteurs y rappellent plusieurs points que je trouve essentiels pour répondre à cette question. Vous allez assez rapidement comprendre pourquoi. D'abord, ils rappellent que les réserves de glycogène au niveau hépatique, elles sont super faibles, de l'ordre de 80 à 100 grammes, c'est-à-dire environ 400 kilocalories, on va dire maximum. Et le problème, c'est que le foie, c'est quasiment le seul organe capable de libérer du glucose dans le sang pour maintenir la glycémie. C'est ce qu'on a discuté dans l'épisode. Quand les réserves du foie, elles diminuent, voire elles s'épuisent, et ben en fait, même si on continue de consommer des glucides, la glycémie, elle devient, dans ce cas-là, uniquement dépendante des apports exogènes, des apports par l'alimentation, qui eux-mêmes peuvent devenir de plus en plus difficiles à mesure que la course avance, à mesure que la durée de la course avance. Donc en fait, on peut dire qu'on avance de plus en plus sur un fil à mesure que les heures avancent. Et donc effectivement, même si un athlète de haut niveau ou un athlète lambda, quel qu'il soit, semble bien s'alimenter, il suffit qu'il y ait un tout petit trou dans la raquette et comme le foie n'est plus là pour aider à compenser ce trou dans la raquette, et ben en fait, on peut quand même avoir des hypoglycémies, même si sur le papier, on a une très bonne alimentation. Mais l'alimentation, elle est jamais parfaite. Comme on manque de parachute, on peut quand même être confronté à des hypoglycémies. Ensuite, l'étude, elle souligne que pendant les exercices prolongés, la capacité du foie à libérer du glucose, elle pourrait diminuer progressivement. Et ça, c'est peut-être lié simplement au fait que les stocks se sont épuisés. Donc, Ukendrup et Killer, ils insistent sur le fait que la prévention des hypoglycémies, elle passe par des bonnes quantités ingérées et le timing d'ingestion. Et donc, il faut être capable de s'alimenter, ce qui est pas facile après des longues heures de course. Et là, ça renvoie à d'autres questions sur le gut training, votre habitude alimentaire et vos choix de produits qui font que, en fait, tout ça, ça va venir favoriser ou pas l'hypoglycémie, encore plus quand les heures s'allongent et que les capacités à manger dans les bonnes quantités et à la bonne fréquence, elles vont être diminuées parce que ça fait longtemps que vous vous alimentez et que vous fournissez un effort. Et il y a une dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est qu'en fait, toutes les baisses de régime ne sont pas des hypoglycémies. Et ça aussi, on en a un petit peu parlé avant dans l'épisode. En fait, c'est un des phénomènes possibles pendant un ultra ou pendant une course d'avoir une fatigue, à un moment où on est fatigué. En fait, il n'y a pas que ça. Si on remet le contexte, si je prends l'exemple dans la question de Thibaut de l'ultra trail, il y a de la fatigue, il y a une ou des nuits blanches, il y a des maintiens de certains niveaux d'intensité élevés, il y a de la fatigue cognitive, il y a de la fatigue physique. Bref, en fait, on est dans une situation, dans un ultra par exemple, où il y a 50 facteurs qui peuvent expliquer une baisse de régime dans une situation. Je parle même pas d'ailleurs de l'état du système neuromusculaire à ce moment-là. Donc en fait, il y a plein de choses qui peuvent expliquer une fatigue, une baisse de régime. Et est-ce que ce que l'athlète rapporte comme étant une hypoglycémie, ce qui est déclaré comme étant une hypoglycémie, est-ce que c'est vraiment une hypoglycémie? Est-ce qu'on a des datas, des choses qui permettent de confirmer que c'est vraiment une hypo? Ou est-ce que c'est une baisse de régime due à autre chose? Et là, on peut avoir l'alimentation qu'on veut. L'alimentation glucidique, elle n'est pas magique et c'est pas elle qui va gommer, par exemple, les effets d'une nuit blanche. Donc voilà, peut-être qu'il faut aussi remettre ce contexte-là. Toutes les baisses de régime et toutes les fois où on attribue une baisse de régime à une hypoglycémie, tout ça, c'est pas forcément lié à votre alimentation. Et évidemment que l'alimentation est en cause, mais il n'y a pas qu'elle. Et parfois, on peut bien manger et quand même avoir des baisses de régime. Je me souviens typiquement que sur mon échappée belle, le lendemain, après la nuit blanche, j'ai eu des baisses de régime alors que je m'alimentais super bien. J'ai eu quasiment aucun problème d'alimentation sur ma course. Et pourtant, je suis passé par une phase d'environ 2 heures où je me sentais vraiment pas bien, vraiment vidé, etc. Alors qu'en fait, au niveau de mon alimentation, mais ça se passait super bien. Je pouvais manger les quantités de glucides que je voulais, ou en tout cas que j'avais prévu. Et je pense pas que à une bonne fréquence, et je pense pas que pendant cette période, j'étais en hypoglycémie. Donc voilà, peut-être que des fois, on déclare un peu trop vite qu'on a eu un problème et une baisse de régime à cause d'une hypoglycémie, mais c'était un autre phénomène qui était en jeu. Alors en conclusion, comment éviter l'hypoglycémie en trail? Moi, je trouve que ce phénomène, il est redouté, mais il est souvent mal compris. Comme on l'a vu, l'hypoglycémie, déjà, ça résulte pas d'une mystérieuse hypoglycémie réactionnelle dont parfois on nous bassine un petit peu sur les réseaux sociaux, je trouve, inexistante à l'effort. Mais l'hypoglycémie à l'effort, elle vient
j'ai presque envie de dire simplement, de l'épuisement progressif des réserves de glycogène et d'un apport glucidique insuffisant aux conditions de l'effort qu'on est en train de réaliser, soit par rapport à sa durée, soit par rapport à son intensité. Les mécanismes physiologiques, dont l'inhibition de l'insuline et la stimulation du glucagon et des catécholamines, assurent normalement une assez bonne stabilité de la glycémie. Quand l'effort se prolonge et que les réserves s'amenuisent, voire s'épuisent, seule une stratégie nutritionnelle permet de prévenir la chute. Et j'ai envie de dire, une stratégie nutritionnelle adaptée à l'effort que vous fournissez permettra de prévenir la chute de la glycémie, donc l'hypoglycémie. Les recherches récentes, elles rappellent aussi que la réponse glycémique, elle est individuelle. Certains trailers et traileuses sont plus sensibles que d'autres et les symptômes ne coïncident pas toujours avec la réalité biologique. C'est pourquoi il est essentiel, je pense, de se connaître, de tester sa nutrition à l'entraînement et d'ajuster les quantités et les sources de glucides, tout en faisant attention à la tolérance digestive et au gut training, évidemment. Enfin, au-delà de la performance, la glycémie, elle pose des enjeux et des questions de santé. Il y a des études récentes qui montrent que dans les heures et jours qui suivent un ultra-trail, des athlètes peuvent présenter une tolérance réduite au glucose, traduisant une vulnérabilité métabolique transitoire. Et pour moi, ça rappelle l'importance de soigner la récupération nutritionnelle, énergétique, afin de préserver la performance et la santé à long terme. On en reparlera largement dans l'épisode où je recevrai Elsa Eman, et on en reparle également largement dans un épisode à venir où on parlera des risques supposés, théoriques, imaginés, inventés, fantasmés, de diabète de type 2 et la relation avec la consommation de glucides au quotidien à l'effort chez les sportifs d'endurance. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode sur la glycémie et l'hypoglycémie en trail et dans les sports d'endurance de manière un peu plus générale. Tout d'abord, je remercie For Endurance, partenaire de la saison 3 du podcast Courir Mieux. Personnellement, si j'apprécie leurs produits, c'est autant pour leur efficacité sur le terrain que pour leur ancrage dans les recommandations de la littérature scientifique. Comme pour éviter les hypoglycémies, il suffit en fait simplement d'ingérer des glucides. Je vous invite à découvrir leurs gels, For Energy et Endurance, qui sont deux piliers de ma nutrition pendant mes entraînements et mes compétitions. Et n'hésitez pas à utiliser le code Cyril10 pour avoir moins 10% sur votre prochaine commande. Je remercie également les 3 autres partenaires de cette saison 3, Compressport, Merrell et Suunto. En description, vous trouverez des codes promo pour la plupart d'entre eux. Et si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner au podcast ou à la chaîne Courir Mieux. Merci d'avance pour ça. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de cet épisode avec mon invitée Elsa Eman, experte du sujet de la glycémie, en ultra et dans d'autres contextes, et également experte de la glycémie après un ultra. C'est surtout ça qui nous intéressera dans le prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.